Alors, je laisse la parole à la salle. Est-ce qu'il y aurait des réactions, des questions? J'aurais une question sur, par rapport à ces notions d'affect liées à la catastrophe. Mais est-ce qu'il y a la fin, peut-être la troisième partie sur les conséquences, est-ce que ces expériences, ces affects peuvent aussi être liés à des expériences heureuses? En quoi c'est spécifique de la catastrophe, au moins dans les points 1 et 2? Parce qu'il me semble qu'il peut y avoir des événements qui nous bouleversent et qui ne sont pas forcément des événements malheureux. Et il y a beaucoup de choses qui sont décrites qui pourraient aussi être ressenties à l'occasion de ces événements. Je souris parce que c'est une question extrêmement intéressante à laquelle je n'ai pas pensé. Donc, mais je pense tout de même que la réponse est, bon, théoriquement, tout à fait. Mais en pratique, jamais. Parce que les expériences heureuses ne sont jamais diffusées aux médias. On n'a pas cette expérience des gens humains, des gens heureux de tous les jours. Ben, si, il y en a. Mais je pense que le phénomène des catastrophes aujourd'hui, c'est une victoire au football. Oui, la théorie des affects s'applique aux expériences heureuses. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'un problème, un défi de notre temps, c'est la vitesse de la communication des mauvaises nouvelles. Bonjour. Pourquoi faut-il être mort pour avoir vécu la catastrophe et aucun miraculé ne peut se prévaloir d'avoir vécu la catastrophe? Pardon, le deuxième, pardon? Pourquoi aucun miraculé de la catastrophe, de l'événement, ne peut se prévaloir d'être dans la catastrophe? Est-ce qu'il y a une dichotomie nécessaire de celui qui subit quelque chose de tellement fort qui ne peut pas en témoigner, ou est-ce que j'ai pas bien compris cette nécessité de morbidité pour expliquer? Toute catastrophe, pour le dire autrement, toute catastrophe est médiée, donc médiatisée aussi. On peut pas, il y a une distance entre vous et la catastrophe. Donc il y a toujours un moyen, que ce soit la télévision, une autre personne, peut-être à distance, à 100 mètres, mais tout de même, il n'y a pas d'expérience directe, immédiate. Bon, il n'y a pas... À être 100 mètres de 100 mètres de Fukushima, il n'y a pas une grande différence. Mais... Prenons l'exemple d'un tsunami. Vous êtes en haut d'un immeuble qui va être partiellement submergé, mais vous restez en haut de l'immeuble, comme ce qui vous avait été montré sur ces habitations qui flottent après une inondation. Vous avez réellement ressenti la peur qui va avec. Vous étiez prêt à admettre que vous allez mourir, vous n'êtes finalement pas mort. Vous avez quand même observé. Alors est-ce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est la force de l'expérience qui est telle qu'on est incapable de la transmettre à d'autres et de se la figurer pour soi-même, ou est-ce qu'on n'écoute pas ces gens-là parce que finalement ils auraient de l'objectif? C'est un argument raisonnable. Mais vous voyez aussi la logique que je... Ou peut-être pas. Oui, donc si vous êtes en haut du bâtiment et vous regardez d'en haut les personnes qui se noient, vous n'êtes pas dans la même expérience de la catastrophe que... Non? Non, c'est vrai. Vous n'avez pas l'eau de la mer dans vos poumons. Voilà. Et donc ça, c'est la catastrophe catastrophique. Et c'est plus important, c'est cette question d'image. Ce dont je parle dans cet exposé, c'est cette expérience de ne pas savoir complètement l'expérience absolue de la catastrophe et d'être obligé d'imaginer de quoi il s'agirait. C'est pour ça qu'on a compris. Est-ce que concrètement, vous avez une idée pour les gens qui ont survécu, bien sûr qu'ils ne sont pas morts, ou les gens qui ont assisté même à distance des affections au sens plus psychiatrique
psychiatriques ou médicales. Je ne parle pas des affections de type catastrophe chimique, donc maladie chimique ou nucléaire, donc irradiation. Mais est-ce que, par exemple, on voit essentiellement surtout des syndromes post-traumatiques? Est-ce qu'on voit tel autre type de syndrome? Est-ce qu'il y a eu des idées de ce type d'affection? Là, je n'ose presque pas m'exprimer parce que je ne suis pas du tout spécialiste, et là, je suis lecteur de philosophe, pas de... mais je peux dire que je ne suis pas sûr que l'expérience post-traumatique est dans la même famille de phénomènes que les affects. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr, j'avoue. Je pense que, encore une fois, l'affect est produit de la distance. Donc, si quelqu'un est vraiment très proche de l'événement, de la catastrophe, il y a, selon ces logiques, la logique, encore une fois, des philosophes, aurait un affect moins fort, je pense. Parce que c'est cette distance, c'est cet espace aussi médiatique qui crée, en quelque sorte, la peur et le sens d'empathie, que vous avez dit, qui produit l'affect. Donc ce n'est pas... et je pense que ça contredirait le syndrome post-traumatique, tout à fait. Mais. Oui, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, nous sommes peut-être tous, toute l'humanité, à égale distance de la catastrophe climatique. Est-ce à dire que nous avons des affects de nature identique et d'intensité identique ou pas? Bon, d'abord, je ne partage pas tout à fait votre hypothèse de départ. Je pense que, en fonction de notre connexion avec d'autres gens, avec les médias, avec sources d'information et tout le reste, je pense qu'il y a une grande différence. Mais à se poser qu'on soit à la même distance, non. Parce que c'est en fonction aussi de notre esprit intérieur, de nos peurs, de nos mémoires, de nos traditions, de nos cultures, de nos valeurs. Tout cela, c'est un peu le plus important, la partie plus importante de l'exposé, que tous ces éléments moraux contribuent à notre expérience de la catastrophe. S'il y a quelque chose à retenir de cet exposé qui est un peu philosophique, c'est cela, c'est que nous avons des valeurs, nous avons des expériences, des cultures, des mémoires qui nous préparent à l'expérience de la catastrophe médiatisée qu'on n'a pas vécue, qui nous donne, qui contribue à notre expérience de ces catastrophes. Bonjour. Comme vous l'avez dit, les images sont là et on touche notre affect. Quand on touche à notre affect, ça met plus en branle notre mémoire. Et donc, comment se fait-il qu'on oublie les catastrophes et donc on n'essaye pas d'en tirer des enseignements pour l'après? Excellente question, à laquelle je doute j'ai de réponse. Il y a la psychanalyse, la psychologie nous apprennent qu'il y a des procédures... C'est parce que c'est trop gros, trop affectif qu'on préfère évacuer ou... Parfois c'est ça, selon la théorie de la psychanalyse. Puis peut-être ça ne vous touche pas, peut-être ce n'est pas mémorable, peut-être vous avez déjà vu 100 fois. Je suppose qu'il y a de différentes raisons pour oublier cela. Encore une fois, je ne suis pas tout à fait compétent pour le dire. Désolé. Mais c'est la question. Je me souviens de ces images. Vous l'avez oublié? Non. Et c'est une prise d'un film. Et le film est absolument... c'est le plus... Oui. Je n'aime pas le mot. C'est le plus... Oui, ça c'est la feuille. Vu que j'ai le micro
peux me permettre de poser une petite question. Vous avez commencé votre présentation en distinguant justement le fait qu'on quittait la gestion des risques pour se tourner vers l'affect. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on tourne de plus en plus vers la mise en place de politiques ou de dynamiques de gestion de l'affect? Je pense peut-être notamment aux cellules, enfin, alors, je ne sais pas si les attentats, c'est peut-être assez particulier, mais qu'on met en place tout de suite des cellules d'accompagnement psychologique, etc. Donc on rentre de plus en plus dans une gestion peut-être de l'affect. Oui, à la fois oui et... Non, tout à fait oui. Mais de manière bénévole, comme vous dites, mais aussi de manière cynique. Donc il y a la politique actuelle manipule l'affect des gens de manière tout à fait affreuse, à mon avis. Et pour préciser, le précédent de votre question, c'est on ne tourne pas de la gestion du risque à la gestion des catastrophes. Je pense qu'on essaie d'appliquer les méthodes de gestion de risque aux catastrophes et ça, c'est pas à l'auteur, ça passe pas, à mon avis. Je vous remercie. D'excellentes questions, merci. Vos réponses. Et donc, je vais laisser la parole à Paul Dembski. Je laisse la parole aux réactions possibles. Oui. Bonjour. Vous avez dit à un moment de votre exposé que les crises, il n'y avait pas de retour à la situation antérieure, c'était une illusion, qu'il y avait nécessairement un changement de paradigme. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple dans les cas par exemple, de la crise de 2008 sur des exemples de modifications, j'entends profondes mais pas marginales, du système financier aujourd'hui par rapport à avant 2008. Et un volet de ma question, c'est que vous avez également dit que des livres avaient écrit, le dernier que vous avez cité, c'est ceux qui les écrivent considèrent, enfin ceux qui vivent les crises, les financiers qui vivent les crises considèrent toujours que la crise à laquelle ils font face n'était pas prévisible, n'avait rien à voir avec la précédente, etc. Et donc ça va avec l'idée que la crise, il n'y a pas de retour possible, donc il y a toujours quelque chose après qui est différent d'avant, et que la crise d'après est toujours différente de celle d'avant. Est-ce que c'est si vrai que ça, sur le fond? Alors, la première question elle est très pertinente, je vous répondrai par une autre question. Quand est-ce que la crise de 29 s'est terminée? C'est ça le problème, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on puisse dire que la crise de 2008 est terminée. Je pense qu'elle est en train, et puis on voit les changements qui sont bien au-delà du système financier, et c'est ça qui est parlant. La déglobalisation qui s'annonce, on va avoir une définanciarisation, parce que les deux allaient en quelque sorte de pair. Donc la déglobalisation que l'on devine, notamment par les mouvements protectionnistes que l'on voit apparaître partout, enfin dans certaines capitales plus d'autres, c'est un monde inconnu pour le moment. Et je pense moi je ne peux pas parler encore de la fin du post-crise 2008, parce qu'à mon avis, elle n'est pas terminée. Et le changement de paradigme, il est en train d'avoir lieu. Et à tous les niveaux, à un niveau social, à un niveau politique, à un niveau géopolitique, et avec ces éléments que j'ai mentionnés ici, dans la sphère financière. Mais ça, je suis d'accord avec vous, on ne touche pas le cœur. On est dans les éléments architecturaux, on n'a pas changé fondamentalement la mécanique financière. Il y a un point sur lequel on a changé assez fondamentalement l'environnement du monde financier, c'est l'intervention massive des banques centrales, qui, depuis 2009, ont arrosé tout ce qui pouvait être inflammable dans le secteur financier et qui, aujourd'hui, sont tellement énormes qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elles pourraient revenir à une taille, encore une fois, normale, qui leur permettrait éventuellement d'intervenir s'il y avait quelque chose d'autre qui allait se produire. Donc je pense que le fait même de cette obésité des banques centrales, la Banque nationale suisse, c'est un exemple un peu particulier, mais la Banque nationale suisse a multiplié ses actifs en 8 ans par 8. La Banque européenne, un peu moins, c'est par 2,5.
La banque américaine, la Federal Reserve, je n'ai plus le paramètre, mais c'est de l'ordre de 3. Donc, et pourquoi? Parce qu'il fallait absolument éteindre les étincelles là où elles pouvaient prendre de feu. Donc là, pour moi, la crise, elle n'est pas terminée. La deuxième partie de votre question sur la littérature. Donc le dernier livre, il est plutôt analytique. Il se pose la question quelles sont les causes. Et il dit les acteurs à chaque période oublient, ils ont une incapacité d'apprendre de l'histoire. Ils ont une incapacité, ils ont un refus parce que le progrès, parce qu'à chaque fois c'est différent. Non pas que c'est différent dans les faits, mais là c'est la perception de la différence. C'est ça le point de Rogoff, le point central de Rogoff. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'en fait, vous en concluez-vous, enfin, je sens que vous êtes plutôt, je vous sens plutôt convaincu du fait qu'effectivement, il n'y a pas de retour à la situation antérieure et que le paradigme change. Je vous sens convaincu de ça, je me trompe peut-être. Je vous sens également convaincu du fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'analogies entre les crises successives. Et pour moi, ça me paraît incohérent. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir à la fois des paradigmes qui changent assez fondamentalement d'une crise à l'autre, et en même temps des crises qui se ressemblent beaucoup dans leur cause. C'est cette incohérence. Mais moi, je crois que la crise... Non, mais je ne pense pas qu'on puisse... Je ne veux en tout cas pas jouer Madame Soleil. Il y a des crises systémiques qui... On a parlé de résilience, qui donnent naissance à une variante du même système plus renforcée. On a eu... C'est la crise des années 70. Finalement, le système n'a pas été fondamentalement changé. Il y a des points centraux sur lesquels il a varié, mais pas fondamentalement. Celui du 29, c'est autre chose. La crise des économies planifiées, c'est autre chose, parce que là, il y a eu un nettoyage systémique fondamental. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce mot chinois en disant c'est à la fois danger et opportunité. Il y a un espace de résilience, et peut-être on arrivera à nous en sortir sans que ça soit la grande déconfiture. Mais ça ne change rien que dans l'analogie du déroulement de la crise, on peut identifier un état d'esprit, enfin, de la montée vers la crise, un état d'esprit répétitif. Je ne veux surtout pas me laisser plomber par l'histoire. Et comme dans les écoles de business, on n'enseigne pas l'histoire, on est au moins à l'abri. Oui, je ne connais pas grand-chose à l'économie, mais à certains moments, vous avez fait allusion entre, pas en le nommant comme ça, mais enfin, entre l'économie réelle et puis la partie financière, les abus, etc. Ma question, puisqu'on parle de crise, c'est intéressant de savoir combien de personnes peuvent être impactées par une crise, et en l'occurrence, qui, en cas d'explosion de la bulle, en l'occurrence, de nouvelles crises ou de fin de cette crise, qui peut réellement être impacté, à part que certains puissent déclencher une guerre, peut-être, mais qui peut être réellement impacté, c'est à part les 15 000 qui cherchent à tout prix à sauver la bulle, à part les banques, je dirais, est-ce qu'on a une idée de ce que... D'accord. Question très importante, parce que finalement, qui détient ces actifs financiers? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en bonne partie dans les caisses de pension, à travers la planète. Bon, en France, relativement peu, parce que c'est la répartition qui prévaut. Mais bon, donc les caisses de pension, les institutions d'assurance, le secteur financier au sens bancaire du terme, et bien sûr, si les banques prennent de l'eau, il y a aussi les déposants, enfin il y a des garanties qui ont été, des systèmes de garantie qui ont été introduits, mais c'est le blocage de l'activité économique tout court. Donc ceux qui perdent en premier, si vous voulez, la première vague de pertes, c'est ceux qui détiennent les actifs, et puis la deuxième vague de pertes, c'est ceux qui souffrent de la fragilisation ou de l'écroulement des institutions qui ont été impactées par ces pertes. Et ça peut devenir une crise économique, c'est là bien la raison pour laquelle les banques centrales ont pompé toute cette liquidité pour prévenir qu'un truc comme ça se passe entre 2008 et 2009. Donc l'impact au niveau des pays du Nord, il risque d'être assez monstrueux. Au niveau des pays du Sud, alors là, au moins, c'est l'avantage de la pauvreté, c'est que là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je crois que c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Est-ce que ces crises peuvent pas être liées ou reliées au moins partiellement à des nouveaux instruments qui arrivent régulièrement? Vous avez parlé effectivement des produits dérivés. Moi, j'avais des camarades de promo qui étaient partis dans la banque et qui m'expliquaient qu'en fait, une grande partie des banquiers ne comprenaient pas en fait ce qu'il y avait derrière ces produits
Aujourd'hui, on voit arriver autre chose comme le quantitative easing, on voit tout ce qui est trading haute fréquence, etc. Donc on a régulièrement un ensemble d'outils qui arrivent. On a le système économique et financier qui met un certain temps à le comprendre. Le temps qu'ils le comprennent et qu'ils commencent à le réguler, une crise est passée par là. De nouveaux outils vont arriver derrière. Et on voit régulièrement... Aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement du risque autour du quantitative easing. Mais dans 20 ans, on aura un autre type d'intervention ou d'outils financiers qui vont arriver, qui vont être originaux, que les gens auront du mal à comprendre. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas est-ce que le risque essentiel, finalement, n'est pas lié à des innovations non maîtrisées qui arrivent dans ce secteur? Je pense que vous avez parfaitement raison, surtout qu'on n'a aucune envie de les maîtriser, puisque l'innovation, par définition, est porteuse de progrès, notamment en matière de commissionnement de ceux qui la mettent sur le marché. Mais je crois que, non, si vous prenez le high frequency, le commerce à haute fréquence, même les plus fervents avocats du libre marché disent, à mots plus ou moins voilés, souvent de manière très très claire, on ne voit pas ce que ça apporte à la fluidité de l'économie. On comprend très bien ce que ça apporte à ceux qui l'utilisent, à ceux qui le pratiquent, mais on ne voit pas en quoi ça apporte quelque chose à l'économie. C'est une innovation qui n'est pas, moi je dirais qu'elle est marginale, elle n'est pas radicale. L'innovation de Markowitz, etc., risque-rendement, ça, c'était, à mon avis, une innovation radicale. Maintenant, autour de ça, avec la technologie aidant et les quants que l'on forme un peu partout, bien sûr, il y a des innovations à la marge qui conduisent peut-être, ça c'est une piste, à l'éclatement de la notion du marché. Parce que le marché, il disparaît. Jusque-là, on avait des marchés qui étaient bien visibles. Maintenant, une part énorme de transactions se fait de gré à gré. Ils pourraient se faire dans les marchés, mais se font dans des marchés privés où il n'y a pas de transparence, les black pools, comme on les appelle dans le jargon, les black pools dans lesquels ces transactions échappent en quelque sorte même au relevé statistique. Donc, le temple du marché qui était là pour être efficace en termes d'élaboration du prix chancelle quelque part, parce que le prix se fait un peu ici, un peu là-bas, et personne, finalement, n'a le vrai prix. On a vu ça avec le Libor, etc. Donc oui, il y a une dimension technologique, il y a une dimension d'innovation, mais je crois que du point de vue, on pourrait dire, des changements fondamentaux, des changements radicaux, pour le moment, moi, j'en vois pas. Peut-être je connais pas bien le domaine. Mais à mon avis, c'est à la marge. Il n'y a rien de radical pour le moment. Une dernière question. Oui, a priori plutôt naïve. Donc, en 2008, il y a eu la crise des subprimes. Il y a quand même des gens qui ont gagné pas mal d'argent à ce moment-là. Et je pense que c'est surtout les gens qui ont perdu leur maison, etc., qui ont pâti. Et puis les banques ont été, soi-disant, mises en faillite. Elles ont été renflouées par les États. Et alors je ne sais pas beaucoup de notions d'économie, mais j'ai pu comprendre que le capitalisme, ça voulait dire que les gens prenaient des risques, qu'ils étaient rétribués par rapport aux risques, mais que s'ils perdaient, ils avaient perdu. J'ai du mal à comprendre pourquoi les États n'ont pas récupéré les banques. Elles étaient nationalisées de fait, et plutôt que de les renflouer, qui plus est, quelques années plus tard, elles ont mis les États à genoux, surtout dans l'Union européenne. Alors, bien sûr, je vais pas vous donner la réponse, je vais vous juste parler d'un calcul qui a été fait sur un coin de table au moment du renflement des banques américaines suite à la crise des subprimes, et c'était un officiel qui avait perdu assez rapidement sa place dans l'administration à l'époque, qui a dit qu'il aurait été moins coûteux pour l'État de subventionner les propriétaires de logements plutôt que d'aller repêcher les banques. D'accord ? Qui aurait en quelque sorte stabilisé le secteur. Bon, maintenant, la réponse à pourquoi on ne l'a pas fait, je crois qu'il faut la chercher plutôt du côté politique que du côté... Voilà, donc je pense que la réponse est très très claire. J'étais frappé aussi par le fait que la personne... Voilà. Alors, une ultime question. Il y a deux petites questions. Vous parliez de nouvelles théories économiques. Que pensez-vous du retour en grâce, en quelque sorte, du marxisme
avec ce que peut écrire Thomas Piketty et ses camarades. Ça, c'est la première question. Puis, une question juste d'actualité, quand on voit l'Italie et ce peut-être futur accord gouvernemental entre les droites sur les grosses conneries économiques, et notamment sur la dette italienne, vous en pensez quoi? Bon, je commence par la deuxième question. Je ne connais pas la situation, particulièrement la situation italienne. L'Italie, je crois, par rapport, contrairement à la Grèce, la plupart de la dette est détenue par les citoyens italiens. Il y a relativement peu de détention de la dette italienne à l'extérieur. Donc s'il faut faire un harakiri, ça se fera en quelque sorte en famille. Donc ça n'impliquera pas, ou ça n'impliquera pas les banques internationales, et c'est possible que ça puisse se faire sans drame si les mesures sont prises de réduction de dette, de drame au niveau international. Ça, c'est la première partie de votre question. La deuxième, excusez-moi, la première partie m'a échappé. Le marxisme, oui. Le marxisme. Bon, je pense que la question, elle est vraiment le pluralisme. C'est-à-dire, on ne faut pas chercher à remplacer une orthodoxie par une autre orthodoxie. Il y a des courants de pensée qui ont été réduits plus ou moins au silence, ou en tout cas une vie de chapelle. Il faut que les idées, que les études, que la conceptualisation soient mis en contact les uns avec les autres. Je pense que Marx a eu une vision particulière de l'évolution historique, du rôle de strates sociales, de la distribution du revenu, des inégalités, etc. Personnellement, parce que ça c'est une question d'avis personnel que vous me posez, je pense que autant l'individualisme invétéré a des limites, autant le collectivisme, je suis polonais de naissance et je me souviens des premières années de ma vie, ce que c'était un système, disons, atténué mais quand même totalitaire. J'ai peu d'espérance dans cette perspective-là. Je pense que l'État doit, non pas nécessairement l'État, puisque toute cette histoire-là amène une reconfiguration du rôle de l'État dans la vie économique, notamment dans la vie financière. On voit que c'est ni la France, ni la Suisse, ni Liechtenstein qui sont capables de régater avec les banques transnationales qui sont tout simplement ingouvernables par capital interposé. Si les capitales se mettent d'accord, comme au niveau des accords de Bâle, ça peut donner quelque chose, mais c'est terriblement fragile. Donc je pense qu'il y a une reconfiguration de la gestion des territoires qui est en cours. L'Europe a quelques pas d'avance sur d'autres régions du monde, mais je crois que tout simplement, on ne peut pas imaginer un retour à l'État-nation face aux défis économiques. Du côté politique et ethnique, c'est peut-être autre chose, mais du point de vue économique, c'est pas possible. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, des questions, des réflexions, Je me place d'un point de vue exotique par rapport à c'est-à-dire en Europe. Le basculement d'opinion, quand l'accident de Tchernobyl est arrivé, il y a eu tout un tas de réponses officielles, du genre notamment, on la connaît, ça n'est pas arrivé jusqu'en France. On a rappelé ce matin que Tchernobyl est à l'origine de l'effondrement de l'Union soviétique. Et pendant des années, des ondes nucléaires, dont je reconnais, c'est peut-être dangereux ce plateau de Saclay, je reconnais faire partie, on a chaque année commémoré Tchernobyl, y compris des films japonais, des documentaires et de fiction, et ça n'a rien produit. Et puis, on avait un programme divers partis européens, enfin, divers partis verts européens, divers autour du nucléaire. Et puis, d'un seul coup, Fukushima provoque un effet en Allemagne fédérale, où la chef de gouvernement, à la surprise générale, se rallie et oblige l'économie à se transformer de manière totalement unilatérale en Europe. Et j'essaie de savoir le basculement de l'opinion par rapport à l'acceptabilité sociale. J'arrive à me chercher à me situer.
Si je vous ai bien compris, comment en Allemagne, par exemple, la réaction, celle de l'opinion publique allemande, fera que la décision sera celle que l'on connaît d'une fermeture des centrales à court terme. En Allemagne, on a l'impression que ce n'est pas tellement l'opinion qui est basculée, que d'un seul coup, le gouvernement qui a, pour des raisons peut-être même tactiques. Oui. Oui, aussi, et notamment par rapport à la France, par rapport à Areva. Et pour Richard Wehrli, notamment, dont je parlais, on avait évoqué cette question. Pour lui, il y avait peut-être deux filons à voir, constitutifs de cette opinion publique. Un, le plan politique, tout simplement, de Angela Merkel. Si on compare sa majorité politique en 2011 et celle qu'elle a aujourd'hui, elle n'aurait pas pu prendre la même décision aujourd'hui, je pense, tout simplement. Et effectivement, ce basculement de l'opinion publique qui n'avait pas non plus, comme en France, on associerait immédiatement Areva au nucléaire et donc à une opinion publique qui serait tout de suite partagée sur quel est ce fleuron qui va se casser la figure si on décide que... Vous voyez, il y a aussi certains enjeux et qui étaient immédiatement flagrants dans les explications d'experts qui étaient convoqués et autres, et qui parlaient, on sentait une peur du côté français que Areva paye les pots cassés aussi de tout ceci. Et donc dans l'opinion publique, je crois aussi que ça a dû énormément jouer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah oui, je pense que je ne comprenais pas même ma question. Je vais progresser. D'autres questions Excusez-moi, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris votre propos. Au sens, vous voulez nous dire quoi? Que dans la catastrophe d'Haïti et la catastrophe de Fukushima, les médias n'ont pas pu nous montrer tout ce qui existait, et du coup notre vision est faussée. Notre vision elle est toujours faussée puisqu'on passe par le prisme des médias qui ont un certain angle et qui de toute façon nous disent les choses comme ils veulent nous les dire ou comme on veut les entendre. Donc je ne suis pas sûre d'avoir tout pigé. Et ça rejoint effectivement, comme vous venez de le dire, si on ne peut pas voir, c'est évident qu'on ne peut pas rapporter les choses. C'était pour vraiment souligner dans ces deux cas-là très précisément le côté jamais vu, pour ainsi dire, ce côté danger qui n'est pas par exemple un danger comme lors d'un conflit où aujourd'hui le fait d'avoir un dossard sur lequel est marqué presse vous serait mis en danger. Donc il y a ce côté assez unique. Sur le prisme aussi d'une ligne éditoriale, oui, elle peut apparaître de façon flagrante, mais l'événement, on le comparait à ce moment-là, il y avait notamment au Burkina Faso, parce que j'avais Radio France Internationale, que j'étudiais de près aussi dans ma recherche, où là, les faits apparaissaient de façon tout à fait flagrante, le basculement, la chute d'un régime apparaissait de façon flagrante, qu'il y ait ou non cette ligne éditoriale avec laquelle vous êtes ou pas d'accord, les faits étaient tout à fait clairs et exprimés. Il y avait bien la chute d'un régime et il y avait l'arrivée d'une autre empreinte politique. Or là, dans Fukushima particulièrement et au niveau de Haïti, le temps de ne voir que ces décombres, il y a eu un fossé dans la compréhension, si vous voulez, une forme de disjonction que l'on ne voit pas. Il y a des élections qui sont couvertes dans n'importe quel pays et on aura là la signification de l'événement dans son sens le plus logique du point de vue journalistique. Mais on pourrait faire le parallèle aussi avec la première ou la deuxième guerre du Golfe, je ne me souviens plus laquelle, où on ne voyait rien, oui, puisqu'il y avait un embargo complet et c'est tout. En 91, peut-être vous pensez oui. Avec cette notion de frappe chirurgicale qui était, oui, là c'était peut-être un petit peu nuancé parce que 91 c'était le monopole de CNN en fait. C'était le seul et unique canal qui nous envoyait aussi ces images. C'était peut-être pas celle-là que vous... C'était pas CNN, mais c'était l'armée américaine qui... Oui, mais enfin, pour ainsi dire, le câble de transmission avec aussi la notion d'embedded qui montait à ce moment-là, passait de fait par CNN qui, voilà, les enjeux économiques étaient ailleurs. Vous avez raison.
Est-ce que dans votre travail, vous avez pris en compte les Twitter, les réseaux sociaux, etc. sur Internet? Alors ça apparaissait effectivement aussi sur les lives qui apparaissaient aussi à ce moment-là sur les interfaces web, là où j'ai vraiment resserré mon spectre pour ma thèse. Hein. Je parlerai sur cet exposé ici, j'ai essayé de prolonger diversement. Je me suis focalisée vraiment sur comment je transmets en radio, comment je transmets pour la presse écrite. Le papier de Christophe Hayad notamment, c'était pour comprendre aussi comment à partir de son positionnement sur le terrain, il était capable ou non de produire, il était capable ou non de transmettre son papier. Donc j'ai vu de façon plus secondaire toutes ces plateformes qui à ce moment-là apparaissaient avec des imbrications qui sont nettement différentes aussi. Vous voyez, sur le terrain, ils ne pouvaient pas non plus avoir le luxe du temps ou avoir tout simplement un téléphone qui était chargé parce qu'il n'y avait plus du tout d'électricité à ce moment-là pendant plusieurs jours. Donc j'ai vu de façon secondaire. Moi j'ai travaillé sur Haïti, j'ai travaillé sur... Attends, pardon. J'ai travaillé sur Haïti à ce moment-là, et j'ai travaillé avec ces sources-là, et on avait des informations, on avait en tout cas la documentation, on avait des images, on avait des films, on avait des commentaires sur l'action, sur ce qui se faisait. Donc il y avait quand même tout un ensemble de... Oui, je n'ai pas nié qu'il y avait ça. Et ça influait fortement la position des médias eux-mêmes, parce que des médias officiels, et donc il y avait une interrelation très forte entre les deux. Des médias officiels, et tout simplement, si on prend Haïti, on a quasiment en direct, si vous voulez. Quand je vous dis non, je l'ai fait de façon secondaire, moi c'est sur l'étude vraiment de comment ce traitement journalistique s'opère. Sur les plateformes, effectivement, quand on voit en direct ces images via Facebook ou autre, avant que toutes les batteries des téléphones ne tombent, alors ça poserait ou un problème de déontologie, de savoir d'où vient la source, un problème de droit à l'image, tout simplement. Comme on voyait la photo que j'avais mis initialement là, du papier de Christophe Hayad, est-ce que c'est parce que c'est Haïti qu'on a le droit de montrer autant de morts sans flouter? Vous voyez, ça je l'ai vu de façon secondaire parce que je me suis focalisée sur tout ce qui traversait la chronologie depuis la fin des années 80, ce changement de paradigme et autres. Mais il y a eu effectivement à ce moment-là, moi je l'ai fait de façon plus périphérique, on va dire. Oui, concernant la guerre du Golfe, quel intérêt pour un journaliste de parler de choses qu'il ne comprend manifestement pas du tout? Je pense à cette histoire d'uranium appauvri, comme si c'était quelque chose de magique, alors que ça n'avait rien à voir qu'avec la performance balistique et la puissance, la température dégagée qui permettait de percer le blindage. Ça n'avait rien à voir avec la radioactivité. Alors, pourquoi personne ne s'interroge là-dessus? Ouais, sur cette période-là, moi je ne l'ai pas abordé directement, donc ça, vous avez raison, c'est une très très bonne question. Sur le faisceau de transmission, c'est clair qu'il était ultra dirigé. C'était politiquement servir la sauce d'eux, il n'y avait aucune contradiction, comme on le voit dans certains cas encore aujourd'hui. C'est vrai que la question elle reste complètement ouverte sur 91. Ce que je voulais, concernant l'uranium, c'est ce côté certaine magique, dangerosité de la radioactivité, alors que ça n'avait strictement rien à voir. Et donc, on transposait une fantasmagorie dans une guerre qui n'était d'ailleurs pas montrée. On voyait que des points verts, ces fameuses phrases. Donc, c'était vraiment pas du tout un reportage sur ce qui se passait réellement. Non, c'était des images avec des OBL, avec des choses qui étaient envoyées, oui. Et non, la question, elle reste complètement ouverte, elle est totalement politique dans ce contexte-là. Comment un journaliste peut se prêter à ce manque de déontologie A posteriori, après, on aura, je pense, toujours les mêmes réponses. Est-ce que si TF1 diffuse et France 2 boycotte ou s'abstient, il va perdre son audience? Les questions, elles sont les mêmes. Il y a toujours un moteur économique derrière. Quoique, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même certaines précautions qui accompagnent des images, comme on le voit en Syrie. Images obtenues par... En tout cas, on remonte au minimum à la source.
Moi, ce qui me questionne, hein, pour rebondir depuis la série, et là depuis plusieurs années maintenant de ce conflit, c'est également quand des entretiens sont menés par Skype, hein, on le voit souvent avec un interlocuteur, où est-il ? Je ne le vois qu'à travers un écran, donc finalement est-ce une poupée gigogne, est-ce un petit peu par l'oreille de la vache qui rit, je ne sais pas jusqu'à quel terrain je remonte. Je suis beaucoup sur ces aspects-là aujourd'hui. Pour quel discours finalement on en revient toujours aussi à la politique. Est-ce que ce mode de traitement de l'information focalisé là sur les catastrophes ou les grands événements, mais est-ce qu'on ne retrouve pas une certaine constante dans ce mode de traitement de l'information pour d'informations aussi banales? Je veux dire par là, au point de vue de la culture du journaliste, personnellement, je suis constamment agacé, mais je me demande à quoi ça tient, cette démarche, je dirais, de rhétorique, c'est-à-dire de commencer toujours par l'anecdote, de ne pas dire de quoi on va parler avant de dire ce qu'on va dire. Et il y a je me demande s'il ne se superpose pas un modèle journalistique qui est général, c'est-à-dire que, en gros, on prend le lecteur pour un imbécile. On commence par la petite anecdote. Donc il y a une espèce de rhétorique qui est complètement déformée. C'est créer le suspense dans ce qu'on va dire. Alors, ce que moi je constate dans les nombreux journaux, y compris des journaux qui situent de l'information par un encadré spécial avec le passé. Il y a un journal qui fait ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une culture du journaliste et qui n'est peut-être pas libre lui-même d'ailleurs, effectivement qui n'est pas libre parce qu'il faut qu'il fournisse son papier. Il a des justifications en disant il faut que j'écrive très vite, que je fasse comme ça, mais il n'en reste pas moins, on commence par l'anecdote. Et donc qui n'est pas dans l'essentiel. Je serais quand même un tout petit peu plus nuancée, parce qu'il y a eu des cas de figure différents. Si je reprends David McNeil dont je parlais, au moment où je m'entretiens avec lui, on est début 2014, il se rend pour la 10e fois dans la préfecture de Fukushima, justement pour essayer de rebondir, d'étayer, de retrouver des personnes, vous voyez, par une forme itérative aussi, de retrouver, de pouvoir comparer, de voir un petit peu comment les choses évoluent, ce serait déjà un moindre mal. Est-ce que cette forme de spectacularisation, ou je ne sais pas un peu si je compare avec du théâtre, ce que vous venez de dire, on commence par une anecdote et puis après, hop, on monte au paroxysme et fin de l'histoire, est-ce qu'elle est inhérente à ce flux aussi très très rapide aujourd'hui, avec aussi des nuances? Si on prend Haïti, oui, de nombreux journalistes même étaient choqués par diverses choses. Étant donné les conditions logistiques, de nombreuses personnes étaient logées dans l'ambassade de France, qui avait comme ça ouvert, c'était un centre de presse à ciel ouvert, avec cette piscine et autres. Vous voyez ce décalage total, avec certaines chaînes américaines qui étaient dans un show, qui avaient envoyé 3 à 4 équipes, puis fin de l'histoire. Alors là, oui, ça peut effectivement poser question. Dernier peut-être contre-exemple aussi, c'est Frédéric Gersdorf de la RTBF qui est retourné chaque année, suivant le séisme en Haïti. Sur janvier, il était arrivé avec les militaires, donc 2 ou 3 jours après le tremblement de terre. Il revient 6 mois après, il revient 1 an après, il revient 5 ans après. Même si, et vous avez entièrement raison, parce que c'est le nœud de la guerre partout, hein, je ne hasarderai pas face à un économiste qui en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien là le nœud de l'histoire, c'est le système économique aussi qui s'aggrave d'année en année dans de telles rédactions, qu'elles soient privées, publiques, semi-publiques, et donc moins de moyens pour aller aussi longtemps qu'avant sur le terrain. Faire des sauts de puce, c'est évident qu'on fait beaucoup plus de raccourcis, vous avez raison. Je vais me permettre peut-être une dernière question, et puis
on passera à l'intervenant suivant. Moi, ce qui m'a frappé et qui m'intéresse particulièrement, c'est ces questions de temporalité. Vous expliquez bien qu'au moment de la catastrophe, ou dans la période immédiate qui suit la catastrophe, les journalistes sont dans une temporalité qui fait que, dans une forme de présentisme, qui fait qu'ils sont incapables de donner sens à l'événement, ce que vous avez essayé de faire dans une démarche qui revient sur ce qui a précédé, qui est plus dans l'histoire. Et à partir de quand est-ce qu'il y a une tentative justement pour reconstruire ce sens, pour reconstruire cette histoire, pour replacer cet événement dans cette histoire? Et est-ce que ça existe aussi dans le temps des médias? Ça dépend lesquels. Pour plusieurs pistes déjà sur l'expérience de certains journalistes. Sciemment, moi j'ai essayé de remonter le fil aussi, c'est-à-dire de pouvoir m'entretenir avec des journalistes du Soir, du Monde, de RFI et de la RTBF, qui étaient déjà là fin des années 80. Donc il y avait aussi ce vécu, si je puis dire, même indirect, c'est-à-dire une prise avec l'événement même passé, et qui arrivait plus ou moins à imbriquer. Sauf que la vitesse aujourd'hui fait que certains, M. Gersdorf, dont je parlais tout à l'heure, à l'atterrissage, doivent produire immédiatement. Ce qui était quand même ce qui pose question. La grande nuance aussi avec le web, tout simplement, c'est les archives qui remontent très très diversement en fonction des différents médias, donc qui seront une chance ou non de restituer par des papiers augmentés, par de la curation, à l'information, une information peut-être plus ancrée dans l'histoire que ce présentisme qui nous bloque dans le présent. Bon, on va passer maintenant alors à Johan Moreau, qui a la redoutable tâche de conclure cette journée. Merci beaucoup. C'était intéressant parce que finalement on est revenu un peu sur ces questions d'affect, mais d'une manière... Il y a le mien qui marche. Cerise aux champignons. Tiens. C'est bon. Donc on est revenu sur cette question d'affect, mais d'une manière peut-être beaucoup plus concrète et sensible, qui me paraît moins abstraite peut-être qu'on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques, tout le monde est trop... Non, il y a... On digère la chantilly. Oui, pour relier la présentation justement sur les affects qui était un peu théorique, je ne sais pas si vous l'avez vu en début d'après-midi. En fait, il y a une chose qui nous a, plusieurs personnes, je pense, dans la salle interrogées. Il a été dit que l'expérience de la catastrophe n'est pas vraiment vécue, enfin j'espère bien traduire ce que j'ai compris, si quelque part on ne meurt pas dans la catastrophe. Et finalement, ce que vous dites, c'est tout à fait l'inverse. Enfin, je comprends ça comme l'inverse. Il peut y avoir la catastrophe, quand vous avez parlé du suicide de cette personne, qui va affecter tout un ensemble d'autres personnes. Et donc, quel est votre point de vue sur cette catastrophe qui n'impacte pas directement une personne ou un groupe de personnes ou un pays, mais les autres groupes de personnes ou les autres personnes? Alors, déjà, il y a Primo Levi qui raconte, qui décrit très bien dans les camps combien la vie dans les camps redevient normale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient le monde. Et pour certains individus, même ce monde-là devenait le quotidien. Donc il y a quelque chose d'effroyable à savoir qu'on peut être dedans et que ça peut être devenu quotidien. L'autre chose, je n'ai pas entendu la présentation, mais l'autre chose que ça m'évoque, c'est le travail justement à Kobe en 1995 sur le tremblement de terre. Il se trouve qu'il y a un sociologue japonais
qui parle français, et on n'a pas traduit son texte, qui a écrit un livre là-dessus, un petit livre publié auprès de la... bon, peu importe, la découverte, qui s'appelle Fissure. Là-dedans, dans ce livre, il décrit quelques éléments que j'avais développés dans mon propre ouvrage, qui s'appelle Vivre avec les catastrophes, et il appelle ça une communauté de sensations. Et il dit, moi je rejoins complètement sur une catastrophe, c'est quelque chose qui produit une communauté de sensations. Ça ne veut pas dire que la sensation est la même. Ça ne veut pas dire que tout le monde, mais ça veut dire que tout le monde dit, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Alors, il y en a qui peuvent en profiter, ça peut être une opportunité ou une menace, etc. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et ça définit pour moi ce que j'ai appelé un nouveau régime d'objectivité, quelque chose qui, normalement, si là je dis il y a une bouteille, ça on est capable pour s'accorder sur le fait qu'il y a une bouteille. Mais s'accorder sur le fait qu'il y a eu quelque chose, simplement, et qu'il y a eu une sensation commune, qu'il y a eu un événement. Eh bien ça c'est autre chose, ça définit vraiment une autre catégorie. Eh bien, dans cette communauté de sensations, ce qui est aussi très fort, c'est pour ça que nous on ne pourrait pas produire ce genre de choses, moins fort, c'est pas le bon terme, mais ce qui me semble très juste, c'est qu'il va décrire le fait que quand il y a catastrophe, quand il y a eu ce tremblement de terre, non seulement les gens ont été impactés, mais les animaux domestiques également, par exemple. Et donc les uns se réconfortent les autres et vice-versa. Mais aussi les végétaux. Un arbre qui reste sur le rivage après le tsunami, qui est le seul survivant, a fait partie de cette communauté de sensations. Il a vécu la catastrophe lui aussi. Et Ogino pousse les sensations, ce qu'il appelle les sensations, jusqu'à Fissure, qui est le l'ouvrage, où il dit la Terre elle-même, avec cette fissure, a vécu la catastrophe. Moi, ce qui m'a fait entendre cet auteur, c'est que le mot région sinistrée, eh bien, c'est la région sinistrée dans son ensemble. Toute une région avec... Et il se trouve qu'en 2010, c'était une année importante pour moi, parce que il y a Haïti, et le jour même, il y a l'incendie de ma maison, dans le Jura, qui brûle tout. Et j'avais toute ma thèse, ma première thèse, qui a fini dans les flammes, qui a fait du coup produit une thèse plus théorique, parce que je n'allais pas refaire du terrain, tout le carnet avait brûlé. Et dans cette maison, il y avait deux choses, l'une sur l'autre, qui avaient survécu. Ça. Eh bien, c'était deux bols en céramique japonaise. Donc, effectivement, ces bols-là font partie, pour moi, très clairement, de cette communauté de sensations. Je ne les ai jamais lavés, ils ont toujours la suie de l'époque, et sont non seulement le souvenir, mais le vécu de la catastrophe. Ils ont vécu, et ils ont quelque chose de plus que le simple fait d'avoir été mes bols ou de m'évoquer la catastrophe, ils sont des témoins. Donc cette question-là de l'affect, de la sensation, elle définit des régimes de politique quasiment. Il y a des communautés, alors c'est pas que c'est politisé, mais en tout cas ça établit, ça fabrique, ça génère des communautés, et des communautés d'un ordre différent, qui se basent sur une objectivité assez originale, qui est le fait que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a eu quelque chose ce jour-là. Et je crois que ce qu'a proposé Ogino, cet auteur-là, en disant communauté de sensations, me semble très juste, oui. Alors sachant que ça peut se produire avec des catastrophes malheureuses et des catastrophes heureuses. Toute cette question du basculement par l'audimat depuis les Grecs, alors nous le mot catastrophe vient des Grecs, je ne vais pas dire des classiques, mais tout ce basculement médiatique, pour le coup, Marie et Hélène, mais tout ce basculement qui s'est fait sur médiatique, parce que les gens applaudissaient les tragédies qui finissaient mal, donc on a copié ces tragédies-là. Donc c'est des catastrophes néfastes qui sont restées. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires. Non. Mais après, il est déjà tard. D'autres... Justement, ce que vous venez de dire, ça applique parfaitement aux générations, non?
des expériences, je ne sais pas, de la guerre ou des choses comme ça, cette communauté de ressenti, c'est aussi quelque chose de générationnel, non? Tout à fait. Pardon, tout à fait. Et deuxième chose que je voulais, une remarque quand vous avez parlé de cette capacité, l'éthique comme la capacité de relier les différents niveaux d'existence. Je voulais faire une petite allusion à ce que je disais à propos de la finance, où souvent on marie la compliance avec l'éthique. Et moi je dis toujours que c'est faux, puisque la compliance c'est la réglementation d'un niveau. Là, je remercie pour la lumière. Alors que l'éthique, c'est justement la capacité de prendre un ascenseur et de bouger entre les différents niveaux. Merci pour ces clarifications. Pour cette question de génération, c'est l'idée que dans une catastrophe, en anthropologie, il y a une sorte de... Il y a une binarité contre laquelle on lutte en ce moment, qui est le matériel et l'immatériel, et l'immatériel serait le symbolique. Mais dans les catastrophes, il se transmet des choses qui sont ni matérielles ni symboliques. C'est-à-dire ni énoncées, c'est-à-dire elles ne rentrent pas dans le champ symbolique. Il se transmet du non-geste, il se transmet de l'indicible, il se transmet du caché, il se transmet des choses qui ne sont pas communiquées, donc qui ne percolent pas dans le champ symbolique. Donc effectivement, cette transmission du ni matériel et du ni symbolique donne la place à la réflexion pour un tiers exclu, sur lequel je suis en train de travailler pour une conférence le 28 septembre. Ouais, donc vous êtes... c'est une vraie bonne question. Je me pose cette question aussi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier encore tous les intervenants aujourd'hui, également toutes les personnes qui étaient présentes. Je veux remercier Véronique parce que cette fois-ci elle est là, alors qu'elle était là ce matin. Donc la secrétaire du centre, qui est vraiment un pilier essentiel de notre activité. Voilà, et puis donc merci et j'espère continuer à vous voir dans les futures initiatives du Centre d'Alembert. Maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup.